Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci. As that door do. Permettez-moi de commencer par une mise à jour, les dernières nouvelles sur ce qui se passe en ce moment, car le temps passe vite et nous devons comprendre la situation. Il y a environ 1 heure, nous avons entendu le président du Parlement iranien. Il a déclaré que 2 des mesures convenues mutuellement entre les parties n'avaient pas encore été mises en œuvre. Un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs iraniens bloqués avant le début des négociations. Puis, au cours de la dernière heure, le représentant sud-coréen et une banque qatari ont annoncé que Washington avait autorisé la libération de 7 milliards de dollars d'avoirs iraniens détenus au Qatar sur le compte sud-coréen. Ils ont autorisé cela. L'autre bonne nouvelle, que je trouve bien plus importante, concerne le Liban et Israël. Donald Trump, selon Israel Hayom, un média israélien, ils ont rapporté qu'il y aura un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Liban et qu'il sera annoncé demain. Ce cessez-le-feu portera sur la mise en œuvre complète des conditions du cessez-le-feu de 2024. Quelque chose dans ce genre-là. Un autre média a indiqué que cela se produit en raison de la pression iranienne liée aux négociations. Mais Axios a rapporté que le Liban et Israël avaient tous deux préparé un cessez-le-feu, comme un geste de bonne volonté de la part d'Israël, et non à la suite de pression iranienne. C'est ce qu'a rapporté Axios. Et il semble que la délégation iranienne soit en route pour Islamabad, au Pakistan, pour une sorte de négociation. Comme nous l'avons mentionné, l'autre information importante est que les Iraniens vont à nouveau négocier de manière indirecte. Ils ne vont pas poser pour des photos avec J.D. Vance, car ils ne considèrent pas cela comme une option viable pour eux. Vous comprenez le message? Eh bien, tout cela est très intéressant et constitue une actualité très récente. Et je suis très heureux d'apprendre que les pourparlers à Islamabad vont se poursuivre. Il est évident que la Maison-Blanche, assez désespérée de mettre fin à cette guerre, a pris des mesures très utiles. Autoriser la libération des avoirs gelés au Qatar, peut-être ailleurs, je ne sais pas, est une avancée majeure pour démontrer la bonne volonté qui avait totalement manqué lors des négociations précédentes. Plus important encore, s'il y a effectivement un cessez-le-feu au Liban, fondé sur l'accord de 2024, qu'Israël n'a jamais vraiment appliqué, il faudra voir s'ils le mettent réellement en œuvre cette fois. Mais s'il y a un cessez-le-feu, c'est d'une importance vitale, car l'Iran n'a pas seulement été le protecteur du Liban et le parrain ou soutien du Hezbollah, qui constitue la seule force de défense efficace au Liban, mais je pense que l'Iran considère clairement la capacité des États-Unis à faire cesser l'agression israélienne comme un indicateur décisif de la volonté réelle de Washington de mettre fin à cette guerre. Et si, comme il semble que ce soit le cas, la Maison-Blanche a exercé des pressions sur M. Netanyahou, c'est une très bonne chose. Je pense que l'Iran aborde ces négociations, si elles ont lieu, et je l'espère vivement, sans disposer d'une position particulièrement forte. Il contrôle le détroit d'Ormuz, et les États arabes du Golfe ne peuvent pas survivre financièrement sans lui. Ils n'ont pas les moyens financiers de mener à bien leur programme de développement si ce détroit ne leur est pas ouvert. Et bien qu'ils soient actuellement très en colère et réclament vengeance, en particulier les habitants des Émirats arabes unis, je pense qu'à long terme, ils n'auront d'autre choix que de reconnaître que, puisque le détroit ne peut pas être ouvert par la force, il devra l'être par la voie diplomatique. Cela implique donc des accords avec l'Iran,
qui comprendront la question du sort des bases américaines sur leur territoire. Tout cela est donc très positif. L'Iran n'a en réalité plus besoin de faire quoi que ce soit de plus en termes d'attaque pour maintenir la pression. L'Iran a démontré qu'il pouvait les frapper. Il a infligé d'énormes dégâts aux bases américaines sur leur territoire et a endommagé certaines de leurs installations de production d'énergie. Dans le cas du Koweït, l'Iran nie avoir frappé l'usine de dessalement. Il se peut qu'il se soit agi d'une opération sous fausse bannière israélienne, mais les pays arabes du Golfe sont tous confrontés à la nécessité de composer avec l'Iran à long terme. C'est également vrai pour les États-Unis et d'autres. Et il est très significatif à cet égard que le gouvernement espagnol ait ouvert son ambassade à Téhéran. C'est une rupture de l'unité européenne sur ce sujet, et ce sera probablement la première d'une série, à mon avis. Il s'agit donc d'une série d'évolutions très importantes. Espérons qu'elles tiendront jusqu'à samedi matin, heure du Pakistan. Je suppose que je devrais dire un mot sur le Pakistan. Le Pakistan a été autorisé à devenir médiateur après consultation avec l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Ce groupe de 4 a beaucoup de potentiel, nous en avons déjà parlé, mais il est clair qu'il existait un large désir régional d'un plan de paix. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan s'est rendu à Pékin et il y a eu une déclaration conjointe pakistano-chinoise. Cela semble avoir été un facteur très important pour permettre au Pakistan d'obtenir ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Je dirais ici que, selon moi, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, mais d'un faux cessez-le-feu. Ce n'est pas réel. C'est une accalmie dans les combats. Ce n'est pas une fin, ni même une pause décisive. Et les discussions de demain matin à Islamabad détermineront si cela devient un véritable cessez-le-feu, c'est-à-dire si les États-Unis et Israël se joignent à l'Iran pour arrêter les tirs au Liban ainsi qu'ailleurs. Je pense que le combat dans lequel se trouve Donald Trump en ce moment est un combat pour sa survie. Car s'il prend une autre direction, s'il essaie d'une manière ou d'une autre de suivre l'agenda de Benjamin Netanyahou, cela ne fonctionnera pas pour lui. Non, je pense que c'est très clair. Personne n'a gagné cette guerre, mais 2 pays l'ont perdue, et leurs dirigeants aussi. Donald Trump et les États-Unis ont perdu cette guerre. Netanyahou et Israël ont perdu cette guerre. La tentative de Netanyahou de se racheter ou d'obtenir une victoire au milieu de la défaite en envahissant le Liban a également échoué. Non seulement parce que l'Iran a clairement exigé que le Liban soit traité équitablement, mais aussi parce que le Hezbollah a opposé une très bonne résistance. Il y a eu de très lourdes pertes du côté israélien. Et cela rappelle que, si Israël est très doué pour s'en prendre à des civils sans défense ou bombarder des populations dépourvues de défense aérienne, il n'est vraiment pas très efficace dans les opérations d'infanterie lorsqu'il y a une opposition sérieuse. Nous comprenons que de nombreux chars Merkava, les chars conçus et déployés par Nahael Arterith, chacun d'eux a un équipage de 4 personnes. Cela signifie que s'il y avait 100 chars, comme on nous l'a dit, cela ferait 400 morts ou blessés graves du côté israélien. Et le plan d'Israël visant à annexer le sud du Liban ne fonctionnera pas. Je pense donc qu'à ce stade, on peut dire que l'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'il ne peut en être délogé que par des négociations qui préserveront apparemment le rôle de l'Iran dans la gestion du péage avec Oman. Oman possède un petit gouvernorat sur le détroit d'Ormuz, entouré par Fujairah, je crois, aux Émirats arabes unis. Le détroit est sous contrôle. L'Iran a obtenu un allègement des sanctions sur ses exportations de pétrole. Il a en réalité doublé ses revenus pétroliers durant cette période, une forte augmentation, environ 40% de hausse de la production.
Troisièmement, la force de missiles de l'Iran n'a pas été détruite. Elle a été préservée. L'Iran n'a plus besoin de la diriger contre Israël. Israël traverse une tourmente politique. De nombreux Israéliens sont très en colère contre Netanyahou pour les avoir entraînés dans cette guerre, tandis que d'autres reprochent aux États-Unis de s'en être retirés. L'Iran est désormais en position d'attendre, d'observer et peut-être d'utiliser la diplomatie internationale pour accroître l'isolement d'Israël et des États-Unis. Les discussions peuvent se poursuivre, à condition qu'il n'y ait pas d'explosion de tension. Le problème fondamental de ces pourparlers, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur ce qui a été convenu. Les deux parties ont des versions très différentes de ce qui a réellement été décidé. Et à cet égard, il est important de se référer à la déclaration du Premier ministre du Pakistan, Nawaz Sharif. Il a clairement indiqué que le Liban faisait partie de l'accord. Il figurait à l'ordre du jour. Son annonce du soi-disant cessez-le-feu comprenait une référence explicite au Liban, et il est malhonnête de la part des États-Unis, manifestement sous la pression d'Israël, de le nier aujourd'hui. Je suis heureux qu'apparemment les États-Unis aient exercé une pression sérieuse sur Israël pour qu'il se retire de son agression au Liban. Je ne sais pas quelle était la nature de cette pression, mais je dirais simplement quelques mots. Tout d'abord, Israël ne peut mener aucune guerre, de quelque nature que ce soit, sans le soutien américain, soutien logistique, armes, munitions, et ainsi de suite. Israël a épuisé sa capacité d'interception pour faire face aux missiles iraniens. Il est donc essentiellement à découvert face à une éventuelle reprise de la guerre par l'Iran si celui-ci décidait de le faire. C'est une pression considérable. Les habitants d'Israël, nous ne connaissons pas la nature des dégâts là-bas en raison de la censure militaire, y compris l'aveuglement des satellites qui, en temps normal, rendraient compte de la situation sur le terrain en Palestine. Mais il est clair que les Israéliens ont enduré 6 semaines ou plus de danger à cause des ogives volantes et du besoin constant de se réfugier dans des abris anti-bombes. Je ne pense pas que le moral soit très bon en Israël. La guerre au Liban, comme je l'ai dit, même avant l'exigence iranienne qu'elle cesse, ne se déroulait pas bien pour Israël. Les États-Unis ont la capacité de reprendre les bombardements sur l'Iran. L'Iran, cependant, a subi beaucoup plus de dégâts qu'il n'en a infligé, et il a montré qu'il pouvait y résister. Cela nous rappelle, par exemple, la capacité du Nord-Vietnam à encaisser d'énormes destructions causées par les bombardements américains sans capituler. Donc l'Iran participe à ces discussions, des discussions indirectes, comme vous l'avez dit. Je pense qu'elles sont indirectes en partie parce qu'ils ne supportent pas la vue de Steve Witkoff et Jared Kushner, qui se sont complètement discrédités comme envoyés par leur amateurisme, leur incompétence, leur manque d'empathie, leur propension à la tromperie, leur volonté de servir de couverture à des attaques surprises et leur incapacité à conclure un accord. Donc je pense que Xi, si je ne me trompe pas, le ministre des Affaires étrangères iranien, a en fait demandé aux États-Unis de ne pas les envoyer. Apparemment, ils sont avec J.D. Vance. Mais bon, nous revenons à des discussions indirectes, vraisemblablement médiées par le Pakistan. Je ne sais pas quel rôle la Chine jouera, probablement aucun rôle visible, mais elle reste en arrière-plan. Et nous ne sommes pas, soit dit en passant, même si ce cessez-le-feu fictif devenait réel, sortis d'affaires en ce qui concerne les effets secondaires. Les prix de l'énergie continuent de s'envoler. L'Iran, pour le moment, n'a ouvert le détroit qu'à des navires très soigneusement sélectionnés. Il y a une énorme pression sur les prix du pétrole et du gaz. Une rumeur disait que le Qatar avait conclu un accord avec l'Iran, mais ensuite, 2 méthaniers de gaz naturel liquéfiés en provenance du Qatar se sont dirigés vers le détroit avant de faire demi-tour
manifestement averti par l'Iran qu'il n'était pas autorisé à passer. Il se passe donc beaucoup de choses, dont une grande partie sous la surface. Il nous est très difficile de discerner de quoi il s'agit, mais je pense que le monde observera demain pour voir si, au minimum, ces discussions à Islamabad établissent une forme de processus de réconciliation à la suite de cette guerre désastreuse. CNN a rapporté qu'un seul pétrolier a traversé le détroit d'Ormuz aujourd'hui après avoir versé des frais à l'Iran. C'est ce qu'a indiqué CNN. Monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne le Moyen-Orient, je ne vois pas, et je n'ai jamais entendu, ni dans les médias persans, ni dans mes conversations avec des responsables politiques et des décideurs, qu'ils cherchent à humilier qui que ce soit dans la région. Ils souhaitent de bonnes relations, des partenariats au Moyen-Orient. Pensez-vous qu'au vu de ce qui se passe et de ce qui s'est produit jusqu'à présent, ce type de relation ou de partenariat, ou une forme de compréhension mutuelle, puisse en découler? Cela va prendre pas mal de temps. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. On ne peut pas blesser les gens, les blesser physiquement, détruire leurs biens, réduire leurs moyens de subsistance, les menacer, puis s'attendre à recevoir un grand sourire et une étreinte de leur part. Cela n'arrivera pas. Mais au final, la logique de la situation, comme je l'ai mentionné, est qu'ils n'ont en réalité pas le choix. Les Arabes du Golfe, en fin de compte, devront parvenir à un arrangement avec l'Iran. À quoi ressemblera cet arrangement? Quels en seront les détails? Qu'ils rejoignent Oman et l'Iran dans la gestion du Golfe, du détroit d'Ormuz, ou qu'ils restent simplement des utilisateurs de ce passage? Combien? Quel sera le montant des droits qu'ils paieront? Tout cela reste à déterminer. Paie-t-il le même tarif que quelqu'un en dehors du Golfe Persique, ou bénéficie-t-il d'une réduction? Je comprends que l'Iran facture environ 2 millions de dollars par pétrolier et environ $1 pour un certain nombre de barils de pétrole transportés dans ces navires, tout en demandant que le paiement soit effectué soit en crypto-monnaie, soit en yuan chinois. C'est un autre effet secondaire, le dollar, le pétrodollar, qui a été le moteur de l'économie mondiale et la principale source de force du dollar en tant que moyen d'échange, de règlement des transactions et de monnaie de réserve, est en réelle difficulté, car d'autres devises sont désormais utilisées. Le rial iranien, le yuan chinois. Les Russes ont utilisé le rouble. D'autres utilisent leur propre monnaie dans le commerce. Il y a donc désormais une grande incertitude quant à la structure financière mondiale. Nous allons voir les prix du pétrole et du gaz augmenter bien au-delà de leur niveau actuel, pour la simple raison que les navires partis du Golfe Persique avant la guerre sont maintenant arrivés à destination et qu'il n'y a pas de navires de relève à cause de la guerre. Quoi qu'il arrive, il y aura un first impact sur l'inflation. Il y aura probablement une récession mondiale et une réorganisation de temps à long terme du commerce au manque d'énergie considérable. La Chine vient tout juste de gagner un immense marché pour les énergies renouvelables, éolien, solaire, nucléaire et véhicules électriques utilisant l'électricité issue de ces sources non conventionnelles. C'est à ce titre une grande gagnante. Elle a su gérer cette transition avec beaucoup d'efficacité. La Russie, de son côté, a obtenu un énorme avantage maintenant que les sanctions sur ses exportations de pétrole ont été levées. L'Inde, qui bénéficiait auparavant d'une réduction sur le pétrole russe par rapport au prix mondial, je crois qu'elle payait environ $47 le baril, alors que le prix mondial dépassait les $60, paie désormais $110 le baril. Le poids sur les finances indiennes est donc très important, et c'est également le cas pour d'autres pays. Les effets indirects de cette situation vont perdurer, quel que soit ce qui se passera demain à Islamabad.
Je pense que c'est possible. Lorsque nous examinons la proposition en 10 points de l'Iran, en gros, il parle de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Il parle du Liban, de l'Iran, tous ensemble. L'autre point concerne les sanctions, à la fois primaires et secondaires, qui sont importantes. Le détroit d'Ormuz, d'ailleurs, en fait partie. En regardant les différents points, il parle essentiellement des sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le type de problème auquel l'Iran est confronté depuis si longtemps, depuis Ahmadinejad, l'ancien président iranien. Je pense que la proposition ne semble pas si radicale qu'elle ne puisse être acceptée. Quelle est votre interprétation de cela? Eh bien, cela correspond à une position iranienne qui remonte à de nombreuses années. D'ailleurs, votre mention de la clause de rétablissement automatique du Conseil de sécurité illustre que les Européens ont eux aussi des comptes à rendre ici, ceux qui ont suivi le souhait américain de réimposer les sanctions. Franchement, ces sanctions ne sont plus efficaces. Elles ne sont pas efficaces parce que l'emprise du dollar sur le commerce mondial s'est affaiblie. Il existe désormais des alternatives. Elles ne sont pas efficaces parce que la guerre elle-même a modifié la dynamique économique. Et il y a maintenant une grande inquiétude concernant le prix du pétrole et du gaz en Occident. Les Européens, encore une fois de manière insensée, ne profitent pas du pétrole et du gaz russe bon marché. Ce sera bien plus coûteux lorsqu'ils décideront, si jamais ils le font, de se tourner vers la Russie pour cela. Donc, comme vous l'avez dit au départ, beaucoup de choses sont en mouvement, et je ne sais pas combien seront clarifiées lors de la réunion de demain. Au-delà, comme je l'ai dit, du point évident que sur certains sujets, nous ne pourrons pas nous mettre d'accord. Les États-Unis et Israël ne vont pas verser de réparation à l'Iran. Je peux dire que c'est politiquement impossible. Cependant, l'Iran est en position de tirer d'énormes revenus des droits de passage dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas quelle sera la part d'Oman, mais Oman n'a pas non plus été un pays très riche. Et bien sûr, le fait qu'Oman soit dans cet arrangement avec l'Iran signifie qu'il s'est détaché des 5 autres membres du Conseil de coopération du Golfe. Il a conclu un accord avec l'Iran, il s'est séparé d'eux. Nous verrons lequel d'entre eux suivra Oman en premier. Comme je l'ai dit, le Qatar pourrait être le candidat pour cela. Pendant ce temps, les 13 bases américaines de la région ont toutes été détruites. Elles sont essentiellement inutilisables, inhabitables. Et il est bien beau pour les États-Unis d'affirmer qu'ils maintiendront la marine et les troupes sur place, mais ils ne peuvent pas le faire indéfiniment. Avec le temps, la pression sur les États-Unis pour retirer ses forces va augmenter. Et à mesure que cette pression s'accroît, l'influence américaine dans les négociations diminue. Le temps joue donc vraiment en faveur de l'Iran dans cette affaire. Je pense, Monsieur l'ambassadeur, que J.D. Vance peut, d'une manière ou d'une autre, changer la nature des négociations. Vous avez mentionné Steve Woodcock avec George Bush, et nous les avons vus impliqués en Ukraine, avec la guerre là-bas, et maintenant avec la guerre au Moyen-Orient. Je crois que nous devons prendre en compte leur rôle important dans ce qui se passe au Moyen-Orient, car ils ont fait partie des négociations. Comme vous l'avez dit, ils ont trompé à 2 reprises la partie iranienne pour déclencher une guerre. La première fois, c'était une attaque surprise, et la deuxième fois, les Iraniens savaient d'une certaine manière que l'attaque arrivait. Mais cela ne constitue pas un bon bilan de leur part. Comment voyez-vous la participation de J.D. Vance à ce nouveau cycle de négociations? Eh bien, permettez-moi de faire plusieurs remarques. D'abord, la seule personne qui fait confiance à Witkoff et à Kushner, c'est Donald Trump. Cela compte pour quelque chose. Mais personne d'autre ne leur fait confiance. Ni les Ukrainiens, ni les Russes,
ni les Palestiniens, ni les Israéliens, ni les Iraniens, ni les Pakistanais. Vous savez, le Pakistan a été embarrassé par les débats sur ce qui avait été convenu, et tout cela est très amateur. C'est franchement très typique de la diplomatie américaine sous Donald Trump. Autrement dit, on échange de grandes déclarations de principe, mais il n'y a aucun détail, aucun accord sur la manière dont quoi que ce soit sera mis en œuvre. Il n'y a même pas de processus convenu pour gérer la mise en œuvre de l'accord. C'est le genre d'accord auquel Napoléon faisait référence. Il a dit, « Vous savez, je ne crois pas aux accords de principe. Ce ne sont pas des accords, ce sont juste des déclarations. » Alors pourquoi existent-ils? Eh bien, ils existent parce que Donald Trump leur fait confiance. Il ne fait probablement pas confiance à J.D. Vance, qui s'est opposé à la guerre et qui est aussi son successeur désigné. Vous savez, on parle de plus en plus aux États-Unis de destitution ou de recours au 25e amendement, parce que Donald Trump serait mentalement incompétent. Le vice-président est la clé de ces deux processus. Donc je pense que Witkoff et Kushner sont là pour surveiller J.D. Vance, pas pour rencontrer les Iraniens. Et je n'envie pas J.D. Vance dans ce rôle. Il a essayé très loyalement de défendre le président Trump, son patron, mais c'est très difficile. Je veux dire, beaucoup de ce que dit Trump est clairement faux. Et J.D. Vance est un homme intelligent, bien informé, pas irréfléchi, et pourtant il doit défendre un patron qui est tout le contraire. Alors, pourquoi est-il là? Il est là pour montrer aux Iraniens que les États-Unis prennent les choses très au sérieux. On n'envoie pas le vice-président à ce genre d'événement à la légère. Nous ne l'avons jamais fait auparavant. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de vice-président nommé à la tête d'une délégation diplomatique de haut niveau sur une question de guerre et de paix dans notre histoire. C'est donc quelque chose d'assez remarquable. Comme je le dis, je n'envie pas J.D. Vance. Il a un rôle très difficile à jouer. S'il parvient à obtenir de cette rencontre un accord sur un processus de négociation pour résoudre les nombreuses questions soulevées par la proposition iranienne en 10 points, alors je pense qu'il pourra être satisfait du bon travail accompli. Je pense que dans le futur, beaucoup de gens étudieront l'administration Trump. C'est assez incroyable quand on y regarde de près. Vous avez un secrétaire d'État qui ne participe pas aux négociations en Ukraine. Personne ne lui fait confiance en Iran ni en Russie. Et personne ne veut négocier avec lui. Vous avez 2 envoyés de Donald Trump qui participent aux côtés du vice-président des États-Unis. C'est assez incroyable ce que fait cette administration. It's a SEM. Eh bien, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est l'effondrement du gouvernement constitutionnel et des processus politiques ordonnés, ainsi que de l'état de droit qui s'est également effondré pour la plupart des aspects. Ce que nous avons maintenant, c'est ce que les latino-américains appellent le caudillisme. Je ne sais pas quel est le mot en portugais, mais un caudillo est ce dictateur sud-américain typique. Tout est personnel. Il n'a pas de personnel professionnel. Il est entouré de ses proches et personne n'ose lui dire la vérité. On lui dit ce qu'il veut entendre. Ce n'est pas une bonne façon de diriger un gouvernement. Et donc je pense que ce type de système, très étranger à la tradition des États-Unis, est désormais le nôtre. On pourrait nous comparer au gouvernement de l'Équateur, où le président semble impliqué dans toutes sortes de corruption et se montre très autoritaire. Tu pourrais nous comparer à ça maintenant. Les gens disent que les États-Unis sont en train de devenir, vous savez, une énième république bananière. Si vous avez ce genre de système, alors votre diplomatie est déséquilibrée. Tout d'abord, regardez ce qui s'est passé. On ne commence pas une guerre sans fixer des objectifs réalisables. Il n'y avait aucun objectif clair dans cette guerre.
On ne mène pas une guerre en renvoyant des généraux en plein milieu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vos théories sur le genre et la race. Nous avons vu des officiers femmes et noirs d'une grande compétence être écartés sans aucune raison, si ce n'est leurs caractéristiques descriptives. On n'entre pas en guerre sans avoir une idée de la manière dont on va la terminer. Quelle est votre stratégie de sortie de guerre? On ne mène pas une guerre en violation des normes de la guerre, car tout ce que vous faites aux autres, ils peuvent le faire à vous. Nous avons un secrétaire à la défense qui se présente lui-même comme secrétaire à la guerre, dont l'idée de la stratégie est que celui qui bombarde le plus remporte la guerre. C'est sa théorie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai au Vietnam. Ce n'était pas vrai en Afghanistan. Ce n'est pas vrai dans la guerre d'Asie occidentale que nous venons de vivre. Comment gagne-t-on une guerre? On la gagne en exploitant la géographie, ce que l'Iran a fait avec le détroit d'Ormuz. On la gagne en faisant preuve de courage, de la capacité à persister sous la pression, ce que l'Iran a fait. Et on la gagne en ayant une stratégie et en s'y tenant. Ensuite, on la gagne en incluant des objectifs très réalisables dans cette stratégie. Alors, que voulait faire l'Iran? Elle a voulu mettre fin au harcèlement constant, aux attaques, aux assassinats et aux bombardements d'Israël et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus. Elle a voulu se libérer de la collusion américaine avec Israël dans de telles attaques. Elle a voulu un allègement des sanctions sur ses exportations de pétrole. Elle a voulu le respect et la dignité, et elle les a obtenus. Désormais, tous ceux dans le monde qui utilisent le détroit d'Ormuz vont devoir se montrer aimables envers l'Iran. Ils n'aimeront peut-être pas la République islamique, mais ils devront se boucher le nez et composer avec elle. Alors, qu'a accompli l'Iran? Bien sûr, il a subi de lourds dommages. Il a perdu tout un échelon de dirigeants et les nouveaux sont plus durs. L'Iran va maintenant construire une arme nucléaire. Il n'existerait si Ali Khamenei et sa fatwa avaient perduré. L'Iran n'abandonnera pas les causes palestiniennes ou libanaises. Et au final, s'il doit un jour y avoir la paix en Asie occidentale, nous venons une fois de plus de constater que la condition fondamentale est qu'Israël fasse la paix avec les Palestiniens, reconnaisse leur droit à l'autodétermination et établisse une paix, non pas une paix froide, non pas une trêve, mais une paix véritable, fondée sur des relations mutuellement avantageuses avec ses voisins. Israël n'a accompli aucune de ces choses au cours des 78 années de son existence. Et nous en arrivons à un dernier point. Israël est né parce que la souffrance des Juifs européens pendant l'Holocauste fut si terrible et que le sentiment de culpabilité en Occident face à l'inaction pour l'empêcher a engendré une sorte d'obligation envers les survivants de l'Holocauste, celle de leur offrir un État à eux. Il n'était pas nécessairement prévu que ce soit en Palestine, mais c'est là que ça s'est finalement produit. Ainsi, Israël demandait constamment « Avons-nous le droit d'exister ?» Je pense que la plupart des gens auraient répondu « Oui, en raison de vos souffrances, vous méritez une certaine compensation sous la forme d'un État. » Mais si l'on pose aujourd'hui la question « Israël devrait-il continuer d'exister ?» je pense que presque tout le monde dans le monde répondrait « Non ». Il s'est comporté d'une manière si cruelle et barbare, avec une telle indifférence à la vie de quiconque en dehors de ses propres citoyens, qu'il a perdu son droit à exister. Et s'il veut exister, ce dont je suis sûr et ce que j'espère, alors il doit faire la paix avec les Palestiniens, avec ses voisins, y compris l'Iran, mais aussi le Liban, la Jordanie, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Nous en arrivons donc à un nouveau rappel que tout au Moyen-Orient, en fin de compte, se résume au problème palestinien.
Le problème, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine de définir leurs frontières. Comment peut-on les appeler un pays s'ils ne veulent pas définir leurs frontières? No, they're not peace-loving. They're warmongering. Non, ils ne sont pas épris de paix. Ils sont bellicistes. Ils n'ont pas de frontières fixes comme un État doit en avoir, mais ils détiennent bel et bien le monopole de la violence sur le territoire qu'ils contrôlent, cet attribut de la souveraineté étatique. L'arrogance, l'hubris d'Israël ne connaît aucune limite. L'autre jour, l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU a déclaré « Nous avons le droit de bombarder le Liban. » Vraiment? Qui vous a donné ce droit? C'est contraire au droit international. Israël a été plus responsable que toute autre partie de la destruction du droit international, qui fut l'une des grandes réalisations de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale, les règles de Nuremberg. Israël les a toutes violées. Et si nous respections réellement le droit international, les dirigeants israéliens seraient aujourd'hui en prison, pas assis à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc, si l'on juge l'antisémitisme à l'aune de ceux qui causent le plus de tort aux Juifs, Netanyahou est le plus grand antisémite de l'histoire. Il a causé des dommages considérables à ses compatriotes israéliens et aux Juifs du monde entier. Il y avait un article dans le New York Times affirmant que la guerre est en train de transformer l'Iran en une grande puissance mondiale. Il parle essentiellement du détroit d'Ormuz et de ce qui se passe dans cette région. Nous avons appris que le Japon discute avec les Iraniens et que la Corée du Sud a envoyé un émissaire en Iran pour négocier avec eux. Eh bien, c'est exactement le point que je voulais souligner. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'Iran est une superpuissance mondiale ou quelque chose de ce genre. En revanche, je reconnais que c'est une puissance de rang intermédiaire qui a démontré que, dans le nouvel ordre mondial émergent, les puissances de rang intermédiaire peuvent tenir tête aux superpuissances. Elles peuvent se défendre. Pourquoi? Parce que si elles remplissent les critères que j'ai mentionnés, utiliser intelligemment leur géographie, se préparer à se défendre et avoir une stratégie efficace, elles en sont capables. Dans ce cas, l'Iran a réussi à maintenir la marine américaine à 500, 600, voire 700 milles de distance grâce à sa capacité à frapper notre marine avec des drones ou des missiles. Il a causé d'énormes dégâts en Israël. Nous ne savons pas quelle ampleur ont eu les dégâts, comme je l'ai dit, probablement considérables, bien que certainement bien moindres que ce que les États-Unis et Israël ont infligé à l'Iran, mais peut-être suffisantes pour s'assurer qu'un futur gouvernement israélien n'attaquera plus l'Iran. Ainsi, l'Iran a montré que dans ce que j'appelle un ordre multinodal, les pays entretiennent entre eux des relations variées au sein d'un réseau. L'Iran peut avoir de très mauvaises relations politiques avec certains pays, tout en maintenant d'excellentes relations économiques. Ou encore, il peut entretenir une coopération militaire avec la Russie, tout en ayant de mauvaises relations politiques avec elle, et ainsi de suite. L'Iran peut se repositionner. Il est tridimensionnel, non figé. Ce n'est pas un pôle à l'extrémité d'une relation à deux pôles. Ainsi, l'Iran montre, comme l'Ukraine l'a fait auparavant, que l'Ukraine s'est dressée de manière remarquable face à une invasion de la Russie, un pays bien plus grand et plus puissant. Et cela a démontré que c'était possible. Je pense que ce que nous voyons, c'est l'émergence de puissances de rang intermédiaire comme une force sur la scène mondiale, dotées de la capacité de déterminer leur propre avenir. Votre propre pays, le Brésil, pourrait bien appartenir à cette catégorie. Autrement dit, le Brésil n'a pas été très affirmé historiquement, mais il pourrait le devenir, car dans le nouvel ordre mondial multinodal en émergence, le Brésil est un facteur majeur, très important. Les relations économiques du Brésil, ses relations politiques, ses relations culturelles,
par exemple avec l'Afrique lusophone, sont autant de liens qui confèrent au Brésil une influence et un pouvoir au-delà de l'Amérique du Sud. Et le Brésil est une puissance militaire, appelée à le devenir encore davantage maintenant que les États-Unis semblent le menacer par l'usage de la force. Je pense donc que nous assistons à l'émergence d'un monde où aucune puissance unique ne contrôle tout. Il n'y a pas d'ordre bipolaire. Il n'y a pas de G2. Les États-Unis et la Chine sont peut-être les deux pays les plus grands et les plus puissants de la planète, mais cela ne leur donne pas pour autant la capacité de dicter leur volonté aux autres nations. Ainsi, l'Iran a en effet démontré quelque chose de très très important. Et pour conclure, je dirais simplement que oui, l'Iran dispose désormais d'une portée mondiale. Vous avez mentionné que les Japonais et les Sud-Coréens se rendent en Iran pour négocier le passage par le détroit d'Ormuz et établir une relation convenable. L'Iran va percevoir beaucoup d'argent grâce aux droits de passage qu'il collecte dans le détroit d'Ormuz. Il pourra utiliser ces fonds pour se reconstruire. Il ne fera probablement pas appel à des entreprises américaines, mais je ne serais pas surpris de voir des entreprises turques, chinoises, peut-être indiennes ou brésiliennes, participer à ce processus. Vous avez donc raison, ou peut-être que c'est The Economist qui a raison, de dire que l'Iran s'est imposé comme un acteur d'influence mondiale. Nous avons eu ces ultimatums. 48 heures, 5 jours, 10 jours, puis encore 48 heures. Et le dernier, c'était, vous savez, mardi à 20 heures, moment de l'annonce du cessez-le-feu. Mais pendant qu'il annonçait ces ultimatums, il faisait pression sur l'Iran. Il n'y avait aucune négociation en coulisses. Il avait la proposition en 10 points sur sa table, à sa disposition. Mais il semble qu'il ait simplement négocié avec lui-même et décidé d'aller de l'avant avec le cessez-le-feu. Je ne pense pas que ce soit injuste. Autrement dit, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas d'accord sur ce qui a été convenu, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu grand-chose de convenu. Le Pakistan transmettait des messages. Il n'y avait pas de véritable négociation. Donald Trump, comme je l'ai peut-être déjà dit, a eu 2 expériences formatrices. La première dans l'immobilier à New York, où son assistant Roy Cohn, l'une des personnes les plus détestables qui ait jamais existé, l'a aidé à conclure des affaires par la pression, la coercition, le chantage et l'utilisation des tribunaux pour ruiner ses adversaires. Ainsi, la coercition et l'intimidation sont les modes d'action habituels de Donald Trump. La deuxième chose qu'il a apprise, c'est que lorsqu'on échoue, comme lui, à 6 reprises, on déclare faillite et on s'en va sans aucune obligation envers qui que ce soit. Et c'est ce qu'il essaye de faire dans cette guerre. Il se rend compte qu'il a été trompé par Benjamin Netanyahou, par le chef du Mossad, David Barnea. Ses propres subordonnés, le cabinet, ne s'y sont pas suffisamment opposés. D'après ce que j'ai compris de cet article du New York Times, J.D. Vance aurait dit « Je ne suis pas d'accord avec cette guerre, mais je défendrai loyalement votre décision. » Il savait donc que les militaires y étaient opposés. Les services de renseignement ne croyaient pas qu'il y aurait un changement de régime en Iran. Il savait tout cela, mais il a quand même poursuivi. Et maintenant, il a compris que c'était un désastre. Il se peut qu'il ait mis fin à sa propre présidence, car il n'a plus l'autorité ni la légitimité qu'il possédait avant d'avoir fait cela, y compris les déclarations intempérantes, presque insensées, que vous avez citées de ses publications sur Truth Social au cours de la semaine précédant le soi-disant cessez-le-feu. Il se peut aussi, Benjamin Netanyahou se peut aussi, qu'il ait provoqué un changement de régime en Israël et non en Iran. Car de nombreux Israéliens sont profondément mécontents, comme je l'ai mentionné. L'Iran, lui, a connu une sorte de consolidation du régime, et non un changement de régime. Et les durs du régime iranien, les gardiens de la révolution, sont désormais aux commandes.
Et je soupçonne que Nima Al-Khorshid, que vous confirmez, je crois, être en route pour Islamabad, a dû présenter des arguments très convaincants à d'autres à Téhéran afin de pouvoir aller de l'avant avec cette rencontre. Exactement. Il y avait beaucoup de pression de la part de personnes qui pensaient qu'il n'y avait aucun intérêt à négocier. Mais Kolibov, après tout, a fait de son mieux, à mon avis, pour rendre possible le fait d'y aller. Eh bien, la question est, encore une fois, que l'objectif principal de l'Iran dans cette guerre est de s'assurer qu'il ne soit plus attaqué. Il y a bien sûr d'autres objectifs. Reconstruire le pays, rétablir sa prospérité, affirmer son influence dans la région et obliger ses voisins à traiter avec lui de manière constructive plutôt qu'hostile. L'Iran a de très bonnes chances d'atteindre tous ces objectifs. Mais la question principale est la suivante. Israël a-t-il tiré la leçon, comme les États-Unis l'ont fait, de sorte qu'il n'attaquera plus l'Iran? Et je soupçonne que la réponse est oui. Ambassadeur, que pensez-vous de la dernière opération en Iran? Je crois qu'elle a été importante en ce qui concerne les décisions prises par l'administration Trump. Comme Donald Trump lui-même l'a mentionné, ainsi que Pete Hegseth et le général Keane, il parlait d'une opération visant à secourir le second pilote du F-15E. Mais quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que personne n'avait prévu que le F-15 serait abattu. Mais lorsque l'officier d'armement, un colonel, un officier supérieur de l'escadron basé en Jordanie, a été perdu, a dû sauter en parachute, s'éjecter, cela est devenu un prétexte très commode pour une opération qui aurait de toute façon eu lieu. Autrement dit, le sauvetage du pilote servait essentiellement de couverture à une tentative de saisie de l'hexafluorure d'uranium stocké à Ispahan. Mon grand-père me lisait un livre intitulé Haji Baba d'Ispahan quand j'étais enfant. Quoi qu'il en soit, je pense que cette opération militaire a été menée de façon brillante, mais elle n'a pas été couronnée de succès. Il y a eu des pertes d'appareils, des pertes humaines, ainsi que des hélicoptères et des avions de transport. Le pilote a été secouru, alhamdoulilah, c'est très bien, mais l'opération dans son ensemble a échoué, car je pense qu'elle comportait deux volets. L'un était le sauvetage, et l'autre l'effort pour pénétrer dans les installations de stockage d'Ispahan, où l'uranium était censé être conservé. Je pense, monsieur l'ambassadeur, qu'en ce moment, l'un des principaux sujets, rappelez-vous, avant que cette guerre n'éclate, tout le monde parlait des dossiers Epstein. Et Donald Trump lui-même a tout fait pour, vous savez, détourner l'attention des gens de ces dossiers. Oui, nous n'avons plus Pam Bondi là-bas. Non. Eh bien, le développement le plus important, c'est que Melania Trump a rompu avec le président sur cette question et a déclaré qu'il devait y avoir une divulgation complète. Elle n'avait rien à voir avec Epstein, car une rumeur circulait selon laquelle elle aurait été l'une des filles d'Epstein, ce qui, évidemment, l'a rendue très en colère et insultée. Donc Donald Trump aurait été, apparemment, je n'ai pas lu les termes exacts, mais il serait, dit-on, furieux à propos de la déclaration de Melania selon laquelle la vérité devrait être révélée à partir des dossiers Epstein. Et vous savez, si l'on revient au principal point iranien concernant le Liban, à savoir, les États-Unis peuvent-ils contenir Israël? En sont-ils capables? Ont-ils la volonté? Ont-ils la finesse politique? Ont-ils la capacité de freiner Israël? C'était le test clé. Vous avez mentionné Israel Hayom, le journal israélien. C'est financé par la famille Adelson, Miriam Adelson, et c'est gratuit en Israël. C'est essentiellement un soutien de propagande pour Netanyahou, donc c'est significatif.
Mais vous savez, il semble que malgré la pression de donateurs sionistes comme Miriam Adelson, et malgré toute éventuelle base de chantage sur Donald Trump qui pourrait exister dans les dossiers Epstein, il est en réalité exercé une pression sur Israël. Ou peut-être que Netanyahou, comme il le prétend, en est simplement venu de lui-même à la conclusion qu'il devait faire un geste de bienveillance envers les Libanais. Je pense qu'il pourrait être tout à fait justifié de conclure que sa guerre avec le Liban a également été un échec. Mais je ne prétends en aucune façon savoir ce qui lui est passé par la tête. Et il semble que les États-Unis, en fait, soient dans une certaine mesure revenus à exercer une pression sur Israël. Ce que nous n'avions pas fait depuis tout ce siècle, soit 26 ans maintenant. Avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, nous avons vu que le Premier ministre britannique s'est rendu aux Émirats arabes unis pour discuter avec eux, car il constate que de nombreux États arabes du CCG ne sont pas satisfaits de la situation. Il essaye d'engager le dialogue avec eux. Mais comment voyez-vous la politique de l'Europe? Je ne parle pas de l'Union européenne, mais des pays européens pris individuellement. C'est une question importante. C'est très confus. Je pense que dans le cas de la Grande-Bretagne, qui a revendiqué une relation spéciale dont certains ont plaisanté en disant qu'elle est si spéciale qu'on ne la trouve nulle part, eh bien, quoi qu'il en soit, la conclusion est clairement énoncée. La Grande-Bretagne ne peut plus se permettre d'être dépendante des États-Unis. Elle doit trouver sa propre place dans le monde. C'est très difficile à cause du Brexit. Vous savez, la Grande-Bretagne a renoncé. Elle n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois à Washington, et elle n'a plus non plus l'influence qu'elle avait en Europe. Elle doit redéfinir sa relation avec l'Europe et le monde. Je pense qu'une chose qui est ressortie de cette guerre, c'est que les Européens comprennent désormais qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis pour prendre en compte leurs intérêts, qu'ils doivent agir par eux-mêmes, qu'ils doivent réviser les procédures de prise de décision au sein de leur groupement, l'Union européenne et autres, afin d'assurer une défense efficace de leurs intérêts. Ils n'achèteront pas de grandes quantités d'armes américaines à l'avenir et chercheront à développer leur propre complexe militaro-industriel qui sera plus efficace et indépendant. Et d'ailleurs, il en va de même dans le Golfe. La réunion à Islamabad entre l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan visait en partie à organiser une forme de paix en Asie occidentale. Mais cela visait aussi, je pense, à fournir une base pour élargir le pacte de défense saoudo-pakistanais, afin de développer une capacité militaro-industrielle localement indépendante qui réduirait, voire éliminerait, mais en tout cas diminuerait la dépendance envers les États-Unis et l'Europe pour l'armement. Et ce n'est pas facile, cela prendra du temps. Mais si l'on regarde ces pays, le Pakistan dispose d'une main-d'œuvre abondante, de la technologie chinoise pour son armée et d'une tradition militaire assez solide. L'Arabie saoudite a de l'argent, à condition que le détroit d'Ormuz lui soit de nouveau accessible. Et l'Égypte possède une industrie lourde, la capacité de produire des chars, de l'artillerie et d'autres véhicules de combat d'infanterie de manière très efficace. La Turquie est une économie industrielle de haute technologie qui construit son propre chasseur de 5e génération, le Khan, ce qui, si je ne me trompe pas, signifie « roi des rois ». Je pense donc que le fait de réunir ces 4 pays constitue une base pour une industrie militaire d'Asie occidentale, ou peut-être d'Asie du Sud-Ouest. C'est un développement important et à surveiller. Encore une fois, cela ne se fera pas du jour au lendemain. À court terme, cependant, rappelons-nous que les États-Unis ne sont pas seulement incapables de réapprovisionner les pays du Golfe en système de défense, parce que nos stocks ont été épuisés,
mais qu'ils devront aussi donner la priorité à leur propre reconstitution. Et traditionnellement, nous avons accordé la priorité à Israël plutôt qu'aux Arabes du Golfe pour le réapprovisionnement. Donc, non seulement c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas réarmés par les États-Unis, mais l'Ukraine est en train d'être désarmée. Les Russes retiennent leur offensive sur le champ de bataille en prévision de l'affaiblissement de l'Ukraine. Et il circule désormais des rumeurs selon lesquelles, en réalité, les Russes et les Ukrainiens négocieraient en secret une sorte d'accord, parce que l'Ukraine aurait enfin compris que le temps ne joue pas en sa faveur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il est certain que l'Ukraine est très inquiète du fait qu'elle ne recevra pas les armes qu'elle pensait obtenir des États-Unis via l'Europe. Beaucoup de changements découlent de cette guerre que je considère comme totalement désastreuse. Comme je l'ai dit, personne n'a gagné cette guerre, mais nous savons qui l'a perdue. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, ravi d'être avec vous, Nima. Continuez votre excellent travail. Work. Thank you.